Le Mali est en deuil. Hier, plus de 60 personnes ont perdu la vie dans des attaques terroristes contre le bateau Tombouctou et la position des femmes à Bamba, région de Gao. Les blessés sont nombreux. Ils sont évacués à l'hôpital régional de Gao où ils sont pris en charge. Le gouverneur de la 7e région leur a rendu visite ce matin pour exprimer la solidarité des autorités. Le monde célèbre aujourd'hui la journée de l'alphabétisation. Le Mali n'est pas resté en marge. La cérémonie dédiée à l'événement a été l'occasion pour le Premier ministre de rappeler la nécessité d'une politique nationale d'alphabétisation qui est d'ailleurs en cours d'élaboration. Améliorer l'accès aux services sociaux sanitaires pour les personnes handicapées. Un projet vient de voir le jour. Il concerne le Mali et le Sénégal. Pendant 3 ans, le projet va développer des stratégies qui permettront aux personnes dont la mobilité est réduite de fréquenter les services sociaux sanitaires avec plus de facilité. Ce soir, nous recevons le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, avec lui des informations supplémentaires sur les attaques terroristes d'hier contre le bateau Tombouctou et les Fama dans la région de Gao. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. Bonsoir général. Voilà. Je reviens vers vous dans quelques instants. Merci. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics suite à l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau Tombouctou reliant Gao à Mopti. Les autorités ont donc décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi 8 septembre 2023. Il s'agit de rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires, particulièrement de cette attaque perpétrée ce jeudi 7 septembre 2023. Une vingtaine de blessés de l'attaque du bateau Tombouctou dans le secteur de Bamba en partance pour Koulikoro reçoivent des soins à l'hôpital régional de Gao où ils ont été évacués par les forces de défense et de sécurité maliennes. Le gouverneur de la région s'est rendu ce matin dans l'établissement pour exprimer la solidarité des autorités aux blessés et à leurs parents. Reportage à Gali Aguissa, Alassane Ahmadou. Ils sont nombreux, les parents des voyageurs du bateau Tombouctou, cible d'une attaque ce jeudi dans le secteur de Bamba, à prendre d'assaut l'hôpital régional de Gao. Dans cet établissement est hospitalisée une partie des blessés évacués par l'armée malienne. Le général de brigade Moussa Traoré, venu s'enquérir de l'état de santé des blessés et les conditions de travail des porteurs de la blouse blanche. Le gouverneur a fait le tour de certaines salles d'observation et la salle de réanimation. Il était très normal, au nom des plus hautes autorités de notre pays et au nom de toute la nation entière, de venir témoin de la solidarité nationale et d'exprimer nos compassions à ces blessés. Les plus graves ont pu être évacués dès hier soir par hélicoptère et des FAMA. Aussi, la société civile de Gao, la jeunesse, les leaders religieux ont lancé un appel de don de sang. Et je vous dis que devant l'hôpital hier soir, il y avait plus de volontaires que de besoins. Donc je tiens ici à les remercier. Une mobilisation qui a permis de prendre en charge l'ensemble des blessés qui, selon les spécialistes, l'état de santé s'améliore. Environ 21 malades évacués du camp Firoun à l'hôpital régional de Gao. C'est des blessés par arme à feu, des brûlures thermiques. 18 médecins ont été mobilisés. C'était juste la transfusion qui était le goulot d'étranglement. Et là, on a eu beaucoup de donneurs. Tous les patients sont stables. Ils ne souffrent pas de soucis médicaux, de soucis alimentaires, de soucis de prise à charge psychologique. Le gouverneur, qui a remis une enveloppe symbolique pour contribuer à la prise en charge des blessés, a invité les populations à rester calmes, que des dispositions sont prises pour évacuer toutes les victimes. Je l'annonçais dans le sommaire, nous recevons ce soir le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Alors, hier, le bateau Tombouctou et les Fama ont fait l'objet d'une attaque terroriste dans la région de Gao. Que s'est-il passé concrètement? Bonsoir, madame. Je suis ici au nom de la haute hiérarchie militaire, conformément aux orientations de nos politiques, pour édifier nos compatriotes sur la fébrilité de l'environnement sécuritaire pendant les derniers mois et particulièrement les dernières 48 heures. Avec l'attaque terroriste contre le bateau Tombouctou et les deux attaques terroristes qui ont été déjouées contre l'attaque du camp de Bamba et du camp de Gao ce matin. Aussi, c'est pour donner des messages d'apaisement et puis des réassurances
et des perspectives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme auquel nous faisons face. Donc, tout d'abord, avant de répondre à la question, je voudrais, au nom de la haute hiérarchie militaire, présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées hier et puis aujourd'hui et souhaiter prompt rétablissement aux blessés, par extension à toutes les victimes, civiles et militaires, nationales et étrangères, qui sont tombés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au niveau de notre pays. Maintenant, pour répondre à votre question, hier aux environs de 10h30, il y a le bateau Tombouctou qui naviguait dans le sens Gao-Tombouctou qui a été pris à partie par des terroristes et des Chinim. Dans les échanges, il y a eu des échanges entre l'escorte qui était à bord et puis les assaillants. Il y a 2 pinasses qui étaient aux alentours et dans lesquelles se trouvaient suffisamment beaucoup de femmes et d'enfants qui ont essayé de se sauver. Et c'est ce qui a vraiment amené ce drame-là. Parallèlement, pendant que le bateau était attaqué, il y a le poste Fama qui était le plus proche, qui est Bamba, était sorti à la rescousse. Oui. Et quand le détachement est sorti, il y a les groupes armés terroristes qui ont profité pour attaquer le poste militaire de Bamba aussi, qui a été déjoué. Et par réplique, il y a nos aéronautes qui sont intervenus un peu au nord de Bamba pour détruire pratiquement tous les groupes terroristes qui ont fait l'auteur de cette attaque. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour sécuriser rapidement les victimes? Bon, nous avons déployé des renforts terrestres et aériens très très rapidement pour sécuriser les lieux et puis pour porter assistance et porter échec à cette attaque. Pratiquement tous les blessés, vous venez de le dire, il y a des blessés qui ont été évacués sur Gao et il y a des discussions qui sont en cours pour évacuer le reste des passagers en direction des lieux qui sont sûrs. Alors, plus de 60 morts. Est-ce que le bilan a évolué? Bon, pour le moment, le bilan n'a pas évolué. C'est le bilan qui a été communiqué hier. Mais nous avons enregistré quand même des blessés graves. Et certainement, le bilan va évoluer dans ce sens-là. D'accord. Alors, qu'en est-il de l'attaque du camp de Gao ce matin? Ce matin, aux environs de 7 heures, on a fait l'objet d'une attaque complexe à 3 véhicules kamikazes au niveau du camp de la zone aéroportière, suivi de tirs d'obus et des tirs indirects avec des tentatives d'infiltration. Et grâce au pourcentage des forces armées maliennes, la menace a été circonscrite au niveau du camp et nos aéronefs sont intervenus contre 2 colonnes de véhicules qui étaient en mouvement au nord de Gao. À peu près une huitaine de véhicules et puis des motocyclistes ont été détruits dans cette zone-là. Et aussi, nous avons visé aussi probablement des pas de tir, des obus en direction du camp. D'accord. Les terroristes attaquent de plus en plus aux populations civiles. Et comment expliquez-vous cela? Bon, vous avez dû constater, à chaque fois quand les femmes font des pressions sur les terroristes n'ont d'autres solutions que de se rabattre sur les populations pour essayer de mettre en mal l'action des forces armées maliennes. L'explication peut être aussi du côté des Bers, depuis que nous les avons chassés des Bers. Ils sont en démadane, ils sont en errance aujourd'hui. Donc tous les coups sont bons pour se faire entendre. Il faut aussi comprendre que la pression des femmes sur les GAT, ils n'ont plus de sanctuaire. Aujourd'hui, ils sont recherchés, ils sont traqués et ils n'ont plus d'autres modes d'action que de poser des agents explosifs improvisés le long des axes, viser des cibles molles, des forces armées maliennes comme à Dialakourba avant-hier. On a pu que circoncire pratiquement les assaillants ont été neutralisés à ce niveau de harcèlement et surtout les pressions sur les populations civiles caractérisées par des tentatives de restriction des activités socio-économiques des populations. On a parlé de blocus parti par là. Et tout ça, c'est sur des attaques directes, à l'instar de ce qui s'est passé avec le bateau Tombouctou. Donc, dont la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Alors, mon général, on parle également du blocus autour de Tombouctou. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Est-ce que la situation est sous contrôle? Bon, moi je dirais, parler de blocus, c'est trop dire. Moi je dirais, il n'y a pas de blocus, il n'y a pas d'étouffement d'une localité ou d'une autre. Il est évident que les groupes armés terroristes sont complètement désorganisés aujourd'hui et cherchent à se faire entendre. Donc, un climat de piscose qui est là. Donc, les simulacres de blocus qui sont passés par là
Actuellement, pour justifier ce que j'ai dit, actuellement, pratiquement, les femmes patrouillent entre Ber et puis Ber et Tombouctou sans problème. Donc, tous les mouvements sur cet axe. Les femmes patrouillent aujourd'hui entre Tombouctou, Gundam, Niafunke, jusqu'à Tonka jusqu'à Niafunke, sans problème. De temps en temps, nous faisons des checkpoints. Il y a des commerçants, voilà, des passagers qui passent par-ci, par-là. Donc, cette question de blocus, elle est vraiment relative. Et je voudrais dire, du côté algérien, nous savons que la frontière algérienne est fermée aujourd'hui. Donc, ce blocus, elle est fermé depuis un certain temps. Donc, nous ne voyons pas de blocus vraiment de ce côté. Nous restons vraiment disponibles pour escorter. Toute demande d'escorte, là, les femmes sont là vraiment au profit des populations, pour que les populations soient à l'aise. Donc, ces questions de blocus, c'est vraiment relatif. C'est vraiment relatif. Et sinon, les femmes sont pratiquement sur les axes, faisant des checkpoints et nous sommes là pour assurer la libre circulation sur les différents axes. D'accord. Général Diarra, on dit que le Mali a demandé la prolongation du retrait des emprises de Tessalit et de Aguelhok. Qu'en est-il? Bon, par rapport à cette question, moi, je voudrais rassurer nos compatriotes et je voudrais dire que la MINUSMA a adressé une note verbale au gouvernement du Mali pour demander le décalage de la rétrocession des emprises de Tessalit et de Aguelhok pour des contraintes logistiques et météorologiques. D'accord. Avec le Tchad, on sait qu'actuellement, la rétrocession des emprises de Tessalit et de Aguelhok qui sont occupés par les Tchadiens, il y a un convoi important tchadien qui est en mouvement vers le Mali, un convoi qui est chargé du désengagement des forces armées tchadiennes à partir de Tessalit. Donc ce convoi sera aux environs du Mali, aux environs du 18 et du 20 septembre, d'après la note verbale que la MINUSMA a décalé un décalage. Et la rétrocession initialement prévue en fin de septembre va être reportée à la mi-octobre, deuxième quinzaine du mois d'octobre. Sinon, le Mali n'a pas demandé le report de la rétrocession des emprises. D'accord. Pour finir, en général, quel message d'assurance avez-vous à l'endroit des Maliens et des partenaires? Bon, moi, je voudrais demander aux Maliens de garder le calme, vraiment pas de panique, hein, c'est vrai. Les femmes sont aujourd'hui plus déterminées à lutter contre les terroristes jusqu'au bout. Ça, c'est notre mission régalienne. Nous sommes des postes professionnels et rien ne nous arrêtera dans les missions qui nous ont été confiées par nos politiques et puis le peuple malien. Les attaques contre les populations, ça va être illustre de la cruauté de ces groupes armés terroristes qui n'épargnent ni enfants, voilà, ni femmes. Et nous avons l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous l'avons vécu dans le passé et nous avons réussi. Je me rappelle encore, à l'instar du départ quand Barkhane et Takuba partaient, c'était pratiquement le même environnement de fébrilité, là où on disait que Gao était tombé, voilà, Menaka était tombé, voilà. Donc, de toute façon, moi je demande, nous restons confiants, nous sommes des postes professionnels. La lutte contre le terrorisme est une guerre de longue haleine, et surtout par sa nature asymétrique. Donc, il y a des hauts et des bas, et je pense que pendant les différents moments là, il est recommandé vraiment une communion de foi et puis d'esprit dans le cadre de la lutte contre ce terrorisme. Je voudrais aussi souligner que nous sommes là pour pacifier le pays et rien ne nous arrêtera. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui est un environnement géopolitique, géostratégique et économique. Et il y a des intérêts qui sont en jeu, qui sont menacés aujourd'hui avec des connexions avérées de certains acteurs avec les groupes armés terroristes. On a vu aussi il y a la rétrocession des emprises, la MINUSMA, il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Et le troisième point, là, ça, c'est l'instrumentalisation des questions inter- et intracommunautaires dans la région du centre. Général Oumar Diarra, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Également avec nous, Abdoulaye Sako. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Salimata Ndao. Avec vous, quelques communiqués également sur ces attaques d'hier. Tout à fait. Bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. Le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT ont appris avec consternation et tristesse l'attaque barbare et lâche perpétrée contre le camp militaire des Famas de Gao. Le Conseil national de transition condamne vigoureusement ces ignobles attaques qui ne sont que l'attitude d'un ennemi en pleine agonie. Le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus attristées à la nation malienne, à l'ensemble des familles endeuillées
déployés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition invite les populations à rester mobilisées derrière les autorités et les forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort dans l'accomplissement de leur noble mission au service de la mère patrie. Le Conseil national de transition apporte son soutien au gouvernement de la transition et l'exhorte à tout mettre en œuvre pour traquer et mettre à la disposition de la justice ces individus sans foi ni loi et leurs complices. Suite au communiqué numéro 58 du gouvernement de transition en date du 7 septembre 2023 relatif aux attaques terroristes perpétrées contre le bateau Tombouctou et la position des forces armées maliennes le jeudi 7 septembre 2023 à Bamba, région de Gao, et dont le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 militaires tués, des blessés ainsi que des dégâts matériels sur le bateau. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion nationale et internationale qu'il a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces faits criminels. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée rassure la population que tous les efforts sont déployés par ces services en lien avec les autres services compétents de l'État en vue d'identifier, d'interpeller, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, co-auteurs et complices de ces faits criminels. Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée en appelle à la population pour apporter aux autorités judiciaires tout fait susceptible de faire avancer l'enquête. Également avec vous d'autres réactions suite aux tristes événements du 7 septembre 2023. Oui, Salim Atandao, suite aux attaques terroristes perpétrées contre le bateau Tombouctou et la position des FAMA, forces armées maliennes, le jeudi 7 septembre 2023 à Bamba, région de Gao, nous avons reçu des communiqués des partis politiques, des associations et organisations. Il s'agit du Haut Conseil des collectivités, du Conseil national de la société civile du Mali, de l'association Mouvement Ensemble pour le Mamala, le RENAGEM, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, l'association Irganda, CRI 2002, l'association des Sœurs Unies de ATT-Boukou, le CSDM, l'amicale des anciens professeurs civils du Prytanée militaire de Kati, le FISU Mali, la COPEDEM, le parti Action pour le Mali, APES Mali, l'Union des enseignants de la langue arabe et de la culture, la CNDH, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Djina Dogon, le mouvement Benkan, le Pacte citoyen, le Haut Conseil islamique du Mali, la conférence épiscopale du Mali, l'ADEMAN PSG, le Parti malien du travail et de la réformation, le Parti Amat, l'association collective des enseignants professionnels sortant de la faculté des sciences sociales de l'université de Ségou, le Parti UPPR, le Parti IRMA, ADP Maliba, le Parti écologiste du Mali, APM Maliko, le MODEC, le Mouvement social pour le renouveau, le Mouvement des jeunes pour le développement, le Syndicat national des travailleurs, des collectivités territoriales, l'Association des fonctionnaires militaires retraités de la police nationale, l'Association des ressortissants pour le développement du cercle du Tombouctou, l'Alliance démocratique du peuple malien, le parti Demain, c'est aujourd'hui le mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie, le mouvement patriotique pour la solidarité nationale, le réseau national de la jeunesse du Mali, le conseil général de la tribu Kel Ansar de Tombouctou, la coordination des associations des ressortissants de la région de Mopti résidant à Bamako, le M5 RFP, tous condamnent avec la dernière énergie ces attaques terroristes barbares et lâches. Ils s'inclinent devant la mémoire des victimes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils renouvellent par la suite leur soutien indéfectible aux femmes. Un autre communiqué en raison du deuil national décrété sur l'ensemble du territoire national suite à l'attaque barbare et inhumaine perpétrée contre le bateau Tombouctou reliant Gao à Mopti en hommage aux victimes civiles et militaires. M. Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, informe l'ensemble des acteurs et parties prenantes du report de la marche sportive citoyenne prévue le 10 septembre 2023 au stade du 26 mars de Bamako et dans les régions.
À la suite des attaques mortelles perpétrées sur le bateau Tombouctou et la base militaire de Bamba, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes demande au peuple malien, toute confession confondue, de bien vouloir faire des prières et des bénédictions collectives pour le rétablissement des blessés et le repos de l'âme de ceux qui ont perdu la vie, ainsi que pour l'avènement de la stabilité nationale. Voilà, Salimata Ndao, l'essentiel des communiqués que nous avons reçus. Merci, Abdoulaye Sako. Nous poursuivons ce journal avec le Premier ministre qui a présidé ce matin la cérémonie de lancement de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Occasion pour lui de mettre l'accent sur l'élaboration d'une politique nationale en la matière qui est d'ailleurs en cours. Le chef du gouvernement a par ailleurs rendu hommage à tous ceux qui ont perdu la vie lors des attaques du jeudi 7 septembre 2023 à Lucénie Touré. Promouvoir l'alphabétisation pour assurer l'éducation pour tous dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable, c'est le credo du gouvernement malien. Cela est inscrit dans la nouvelle constitution qui réserve une place de choix à nos langues nationales érigées en langue officielle. Pour honorer cet engagement, le gouvernement a pris des mesures pour mettre en œuvre la politique de l'éducation non formelle à travers un programme vigoureux d'alphabétisation, de diversification de l'offre de l'éducation non formelle, l'élaboration des curricula adaptés et du matériel didactique y afférent pour les différentes structures de l'éducation non formelle, ainsi que l'intégration de l'alphabétisation dans tous les projets et opérations de développement. En marge de la célébration de cette journée, le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage aux victimes civiles et militaires tombées récemment sous les balles des terroristes. Je voudrais vous demander de prier avec moi pour que nos citoyennes et citoyens qui ont perdu leur vie dans ces événements malheureux aient leur âme qui repose en paix. Vous savez, toutes les nations à des tournants historiques de leur vie pour se construire, sacrifient et sacrifient des enfants. Les Maliens aujourd'hui retrouvent chaque jour de plus leur fierté et leur dignité. Je suis convaincu que cette bataille historique, ce virage politique et stratégique que notre peuple est en train de prendre, et beaucoup d'autres peuples africains nous suivent, grâce à notre armée, ce virage-là, nous allons le gagner. Cette bataille sur le terrorisme, le peuple malien va le gagner. La liberté, la dignité du peuple malien n'ont pas de prix. Elles ont un coût humain, matériel, financier, que nous sommes décidés à faire payer. Et le peuple malien va le payer et gagnera la bataille. Le Premier ministre a également assuré de la détermination du gouvernement et des forces armées à relever le défi de la sécurité. La journée internationale de l'alphabétisation est donc lancée. Les activités de la journée vont se poursuivre une semaine durant. Le thème national est l'alphabétisation au service du peuple pour une meilleure valorisation de nos langues nationales. Reportage Nfoum Sissoko. Le 8 septembre, dédié à la journée internationale de l'alphabétisation, est l'occasion de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des communautés et d'améliorer indirectement la santé ainsi que le bien-être des individus contre la pauvreté. Cette année, la célébration de la journée est marquée par le statut officiel conféré aux langues nationales par la nouvelle constitution. Le thème international retenu est « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition », bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques. Le taux d'analphabétisme au Mali est environ 66,03% pour les hommes et 78,14% pour les femmes. Ces taux sont malheureusement restés stagnants. En effet, ne pas parler sa langue maternelle ou ne pas l'utiliser comme langue d'enseignement et de travail est aussi une forme d'analphabétisme. La refondation de l'État exige le renforcement des compétences des citoyens, d'où la nécessité d'adapter les structures d'alphabétisation et d'éducation non formelle aux nouveaux enjeux sociopolitiques, économiques et sécuritaires,
selon le ministre de l'Éducation nationale. D'ores et déjà, les efforts en faveur de la campagne d'alphabétisation et d'éducation non formelle et les résultats qui en découlent sont appréciables. 143 centres d'alphabétisation fonctionnels ont fonctionné avec un effectif de 3 770 auditeurs, dont 2 896 femmes. 4 centres d'apprentissage féminin ont fonctionné avec un effectif de 517 jeunes filles et femmes non scolarisées et déscolarisées précoces. 87 jeunes femmes ont été formées dans les filières de transformation agroalimentaire, de coupe-couture, teinture et coiffure esthétique, l'actualisation du curriculum et les programmes de café en approche par compétences, APC. Malgré ces résultats, le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle souffre notamment d'un faible financement, d'un manque de ressources humaines qualifiées, d'absence de statistiques fiables, à en croire le ministre de l'Éducation. Le Premier ministre a reçu une délégation de chercheurs conduite par l'ancien ministre Salikou Sanogo. La délégation est venue évoquer avec le chef du gouvernement l'organisation prochaine d'un colloque en hommage à l'un des leurs. Écoutons pour plus de précision l'ancien ministre Salikou Sanogo. Il est au micro de Alousseni Touré. Nous sommes venus voir le Premier ministre. Il a bien voulu nous recevoir. C'était pour l'informer de l'organisation d'un colloque, international à la mémoire d'un de nos grands chercheurs, pédagogues, feu pour professeur Denis Dougnon. L'Institut de pédagogie universitaire qui a remplacé l'ISFRA et qui est à Kabbalah a décidé, en l'honneur du professeur Denis Dougnon, d'organiser un colloque international pour l'honorer. Donc nous étions venus pour dire cela au Premier ministre, l'informer et avoir des conseils à son niveau et nous accompagner dans l'organisation de ce colloque-là. En tout cas, tout ce qui est universitaire, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est recherche, il nous l'a dit, ça l'intéresse. Le chef du gouvernement a reçu en audience le président du Conseil national du patronat du Mali en présence des ministres en charge des Affaires étrangères et du commerce. Au centre de leurs échanges, les préparatifs de la participation de la délégation malienne aux travaux de la conférence annuelle des Nations Unies et du sommet des ODD auquel le secteur privé a émis le vœu de participer. Écoutons Moussadek Bali, le président du patronat. Il est au micro de Alousseni Touré. L'audience a porté sur la prochaine Assemblée générale des Nations Unies qui doit se tenir à partir du 18 septembre à New York. Et la délégation du Mali sera conduite par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et donc le patronat, le secteur privé malien fera partie de cette délégation puisque cette Assemblée générale les Nations Unies portera essentiellement sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et comme vous le savez, le secteur privé est un partenaire très important dans l'atteinte de ces objectifs. Et nous menons déjà des activités, aussi bien au niveau du patronat qu'au niveau de nos entreprises et avec des partenaires aussi tels que le PNUD qui nous accompagnent dans ces activités. Et donc nous avons estimé opportun et utile de faire partie de cette délégation et d'aller à New York pour justement défendre le point de vue du secteur privé malien dans cet agenda des ODD. Le Premier ministre nous a chaleureusement reçus, il a chaleureusement accueilli notre souhait de faire partie de la délégation. Initialement, c'était lui-même qui devait conduire cette délégation, mais en raison d'un agenda très chargé, finalement, c'est le ministre des Affaires étrangères qui va la conduire. Et il a marqué son accord pour que nous fassions partie de cette délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères.
Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, avec à ses côtés le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a présidé ce matin la cérémonie de pose de la première pierre de la mutuelle de la gendarmerie nationale. L'infrastructure coûtera environ 380 millions de francs CFA pour une durée de réalisation de 7 mois. Compte rendu Youssouf Diakité. Ici, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pose la première pierre de la mutuelle du gendarme et une belle promesse tenue par le conseil d'administration de la mutuelle du gendarme. La réalisation de la mutuelle coûtera plus de 378 millions de francs CFA pour 7 mois de travaux. Pionnière des mutuelles des forces armées de défense et de sécurité du Mali, la mutuelle du gendarme a été créée en 1986. Depuis cette date, elle ne cesse d'accroître ses capacités pour répondre aux besoins des mutualistes. Le directeur général de la gendarmerie nationale adresse des motions spéciales de remerciement à l'ensemble des partenaires pour la matérialisation du projet. Elle a, depuis sa création, accompagné socialement tous les gendarmes et leurs familles, cultivé la solidarité, l'entraide et l'égalité. Comme vous le savez, le chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, œuvre au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les forces de défense et de sécurité. Et une mutuelle qui est bien logée aussi contribue à améliorer ces conditions de travail. La cérémonie a enregistré la présence des directions sœurs, notamment la police nationale, la protection civile, l'office central des stupéfiants, entre autres. La société chargée de la construction rassure quant au respect du délai contractuel. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports s'est rendu ce vendredi au centre de formation SNJ de Bafo. Abdul Kassim Ibrahim Fomba est venu s'enquérir des conditions de formation des jeunes et leur apporter le message des autorités. Le ministre a apprécié les conditions dans lesquelles les 275 recrues sont formées au Artem Ségou Fousseni Samaki. Ces 275 jeunes fonctionnaires du SNJ en formation au centre d'instruction de Bafo ont acquis après 5 mois de formation des aptitudes physiques et mentales. Cette cohorte est composée d'auxiliaires de justice, d'enseignants-chercheurs, de personnes vivant avec le handicap. Au cours de ces 5 mois de formation, nous avons beaucoup appris. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes prêts à servir notre pays, le Maliba, sur tous les plans. Au tout début, les personnes en situation de handicap étaient très hésitantes avant de venir à Bafo, car on se posait beaucoup de questions. Aujourd'hui, alors nous sommes à Bafo, tout se passe bien, nous sommes très bien confiants et nous avons appris beaucoup de choses. Et grâce à ces connaissances, nous pourrons mieux servir notre pays, le Mali, et aussi défendre le Mali partout où nous serons déployés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, apprécie la qualité de cette formation qui répond aux attentes des autorités nationales. Le centre d'instruction de Bafo est pour nous un cadre idéal par rapport à cette formation des citoyens modèles, des citoyens responsables, des citoyens prêts à défendre la sécurité du pays. Bien entendu, il y a forcément quelques difficultés. Ces difficultés, nous sommes en train d'y travailler. La satisfaction, elle est vraiment totale par rapport à cette visite ici. Autre temps fort de cette journée, la visite des infrastructures d'accueil, les démonstrations sur le montage et le démontage des armes, les échanges avec les éléments du SNJ qui seront bientôt dans la fonction publique malienne. À l'occasion du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, l'association Daba Modibo Keïta, à travers l'initiative Challenge citoyen du 22 septembre 2023, a remis les symboles de l'association au ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Reportage Ibrahim Kaoukounate, Idrissa Traoré. Apporter sa pierre à la construction nationale et accompagner les autorités de la transition dans sa politique de promotion de la citoyenneté et du patriotisme, tels sont les objectifs fixés par l'association Daba Modibo Keïta à travers le Challenge citoyen. L'association est venue expliquer au ministre en charge de la jeunesse et de la construction citoyenne le bien fondé du Challenge citoyen. Le citoyen, en fait, a 4 grands symboles. Le premier symbole, c'est le drapeau. Le deuxième symbole, c'est le balai. Le troisième symbole, c'est l'arbre. Et le quatrième symbole, c'est le ballon de paix. Comme nous sommes sportifs à l'origine, aujourd'hui, on est venu aussi auprès, lui est aujourd'hui notre premier responsable, auprès de lui exposer le challenge citoyen
22 septembre. Et Dieu merci, il a pris le challenge citoyen 22 septembre à bras le corps. On a remis officiellement le ballon et les symboles du challenge au ministre des Sports. Et on a remis aussi Impact Challenge pour notre cher Premier ministre. Et on a remis aussi Impact Symbole pour le président de la République, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a basé sa politique sur la jeunesse. Donc le challenge, c'est un projet qui est fédérateur où tout Malien et ami du Mali peut se retrouver et on a besoin de tout un chacun. Pour la célébration du 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, plusieurs activités sont au programme. Selon le coordinateur, chaque famille est invitée à porter les couleurs nationales. Le ministre de l'Agriculture, Lassine Dambélé, a procédé hier au lancement de la journée de transfert des innovations du projet Centre d'innovation verte à l'IPR-IFRA de Katibougou. La cérémonie vise à transférer officiellement les technologies développées par le Centre d'innovation verte CIV depuis 2014 au Mali dans les domaines de la filière mangue, pommes de terre, riz et du maraîchage. Le point avec Djemba Moussa Konati. Le projet Centre d'innovation verte CIV prend fin en mars 2024. De son démarrage en 2014 à nos jours, le projet a développé plusieurs recherches dans les domaines de la filière riz, mangue, pommes de terre et du maraîchage. Des modules de formation ont aussi été initiés dans le cadre de la vulgarisation de ces technologies. Cette journée vise à transférer officiellement les innovations du centre au gouvernement malien par la coopération allemande au Mali. Le CIV a permis d'améliorer les capacités de l'IPR-IFRA dans son rôle de moteur de l'innovation agricole et de la formation des acteurs du développement rural. C'est le lieu de saluer cette coopération une fois de plus. La première secrétaire de la coopération allemande qui n'a pu effectuer le déplacement a fait son discours par visioconférence. Pour développer des innovations, les approches diverses ont conduit à des résultats fort intéressants comme les échanges sud-sud et sud-nord, le partenariat public-privé, l'élaboration et la mise en route du programme national SRI, des stratégies de promotion de filières mangue et pommes de terre. L'ambition des plus hautes autorités de notre pays est de faire du secteur agricole le moteur du développement économique à travers la relance de la production agricole afin de réduire le déficit alimentaire et créer les meilleures conditions de vie pour nos populations. La remise de distinction à certains acteurs qui se sont illustrés pour le développement de l'agriculture, la coupure symbolique du ruban de la chambre froide et la visite des stands ont marqué cette journée de transfert d'innovation du CIV à l'IPR-IFRA de Katibougou. Le ministre de la Santé et du Développement social a rencontré ce matin les différents ordres professionnels du corps médical. Le but est de renforcer les échanges entre les professionnels de la santé et le département, cela afin de surmonter la difficulté du secteur. Reportage Sokona Kamisoko. Ils ont tous répondu présents à l'appel du ministre de la Santé ce vendredi. Il s'agit des 5 ordres professionnels du corps médical. Cette rencontre de prise de contact se veut également une occasion d'échange autour des préoccupations profondes des professionnels de la santé du Mali. Les 5 ordres professionnels de la santé sont logés dans un seul bâtiment. Les 5 ordres professionnels n'ont pas de groupe électrogène. Quand il y a une coupure d'électricité, on est obligé d'attendre jusqu'à l'arrivée du courant pour faire des courriers. C'est des véritables problèmes. Donc nous devons conjuguer les efforts pour qu'ensemble nous puissions sortir de cette situation. L'Ordre des médecins a pour mission de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Aidez-nous à mettre de l'ordre dans la santé. En quoi faisant? En communiquant, en nous signalant ce qui ne va pas, en nous disant ce que vous pensez bon pour le département, dans la sincérité et dans la vérité. N'est pas agent de santé qui le veut. On fera tout pour essayer de corriger ça, mais pas seul, avec vous. Après cette rencontre, le ministre prévoit de rencontrer individuellement tous les ordres professionnels de la santé.
C'est parti depuis hier pour la deuxième édition du voyage intégrateur du ministère en charge du tourisme en collaboration avec celui de l'éducation. Au total, 78 élèves sont concernés, parmi lesquels 24 filles. Le voyage intégrateur était un projet innovant, ambitieux, qui a un but de mettre l'excellence au cœur du système éducatif. Compte rendu, Alpha Maïga. L'hymne national du Mali, ainsi entonné, marque le lancement officiel de la deuxième édition du voyage intégrateur. Il s'agit d'une activité touristique qui porte sur l'organisation de façon périodique de séjours touristiques au contenu à la fois pédagogique, culturel et ludique. C'est à l'intention des 3 premiers ODF, session de juin 2023, des 26 académies, soit au total 78 lauréats, dont 24 filles. Pendant 6 jours, ils vont parcourir plus de 400 km à travers les régions de Ségou, Koulikoro et le district de Bamako. Nous souhaitons solennellement solliciter une opportunité unique qui est de rencontrer Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Cette rencontre nous tient énormément à cœur, car elle symbolise notre engagement vers la construction d'une société inclusive. Dans l'esprit du Mali-Croix et la refondation du Mali, nous avons prévu des causeries débats et ces causeries débats vont porter sur les valeurs d'éthique, des aspects comme la citoyenneté, le patriotisme. L'initiative est du ministère en charge du tourisme en collaboration avec le département de l'éducation nationale. La vie est un voyage. C'est le voyage qui nous forme, qui nous fait entrer dans le monde, qui nous fait entrer dans le savoir. Vous le bouclerez avec brio et le Mali compte sur vous. Le voyage intégrateur est un projet innovant et ambitieux qui traduit la volonté du colonel Assimi Goïta de répondre à une aspiration profonde de notre peuple, à savoir faire du tourisme malien un moteur de croissance, de développement. La relance des activités touristiques est désormais une réalité. À travers le voyage intégrateur, le gouvernement du Mali veut mettre l'excellence au cœur du système éducatif et magnifier désormais le travail bien fait, seule boussole exigible dans un Mali refondé et reconstruit. Et c'est le mémorial Modibo Keïta qui a servi de cadre pour abriter la cérémonie de l'excellence du fondamental. Le projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali et au Sénégal pour les personnes handicapées a été lancé hier à Bamako. Le nouveau projet doit mettre en place des stratégies qui permettront aux personnes avec des mobilités réduites de fréquenter les services socio-sanitaires avec plus de facilité. On fait le point avec Koumba Sissé. Au Mali, sur 22 millions d'habitants, plus de 2,7 millions de personnes vivent avec un handicap. Malgré les multiples efforts fournis, l'accès aux services socio-sanitaires, surtout à la santé de la reproduction, pour les femmes vivant avec un handicap, reste toujours une problématique. Pour faire face à ces multiples défis, que le projet de renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali et au Sénégal pour les personnes handicapées est mis en place. Les filles vivant avec un handicap se heurtent à des obstacles dans la plupart des domaines de la vie. Ces obstacles créent des situations dans lesquelles ces femmes et ces filles subissent des formes multiples de discrimination. Nous nous efforcerons de garantir que toutes nos interventions et nos services sont accessibles à tous et à toutes, sans discrimination ni exclusion. Ce lancement a été couplé au plaidoyer national pour l'établissement d'une structure dédiée aux questions des handicaps, raison pour laquelle une déclaration lue par Founé Sanou a été remise au secrétaire général du département en charge de la santé. La loi 28/27 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap constitue une avancée notoire sur le plan juridique devant permettre aux personnes vivant avec handicap de jouir de leurs droits sans exclusion. D'une durée d'exécution de 3 ans, le projet renforcement de l'accès équitable aux services intégrés socio-sanitaires au Mali
est financé par la coopération italienne à hauteur de 787 millions de francs CFA. Ouverture hier dans le cercle de Kati des travaux d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Au terme des travaux, les participants vont produire un document qui sera un référentiel pour les questions sécuritaires. Reportage Boubacar Kanouté. Les autorités de la transition sont conscientes des défis qui entourent la question sécuritaire. Elles sont désormais dans une dynamique de vulgariser ces axes fondamentaux auprès des concitoyens pour qu'ils puissent mieux cerner les contours. C'est à Kati, la ville garnison, où cet exercice voit les jours à travers les travaux d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Le gouvernement de la transition a adopté la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Elle vise comme objectif à contribuer à la mise en place d'institutions de sécurité et de justice efficaces, apolitiques, responsables, respectueuses des droits humains et attentives aux besoins de justice et de sécurité des populations et de l'État. Le paysage sécuritaire de notre pays est marqué depuis plus d'une décennie par des phénomènes liés au banditisme, au terrorisme, à l'extrémisme violent et à diverses autres menaces dont la résolution exige l'implication de toutes les couches socio-professionnelles. Une initiative accompagnée par la Miss Sahel, un partenaire qui appuie les autorités maliennes dans leur démarche. L'objectif général assigné à cet atelier est de promouvoir la sensibilisation et surtout une appropriation nationale de la RSS par toutes les parties prenantes, étatiques comme non étatiques. Après le cercle de Kati qui abrite la présente session d'appropriation, les regards sont tournés vers d'autres localités du pays, déclare le colonel-major Philippe Sangaré, représentant du commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Ce communiqué, en raison d'une simulation des exercices de défilé du 22 septembre 2023, le commandant du groupement de la sécurité routière informe les usagers de la route que la circulation sera momentanément interrompue sur le tronçon boulevard de l'Indépendance à Ouiouyanko en passant par l'ex-Babemba, le chemin des Grottes, la Bourse du Travail, la Nation, l'échangeur multiple, le pont Motel, la gare routière Djikoroni-Para, le samedi 9 septembre 2023 à partir de 5h30. Le trafic reprendra son cours normal dès la fin des exercices de défilé. Le commandant du groupement de la sécurité routière s'est compté sur la bonne compréhension de tous. La section syndicale des municipalités du Mali a tenu ce jeudi sa conférence nationale. Au menu, l'examen des rapports d'activité et financiers ainsi que l'analyse du plan d'action de l'organisation pour les années à venir. Ces assises ont été également l'occasion pour procéder au renouvellement du bureau. Sokuna Kamisoko. Issa Sanogo succède à lui-même à la tête de la section syndicale des municipalités du Mali. Il dirige un bureau de 51 membres pour un mandat de 5 ans. Nous promettons que encore ce mandat qui vient de nous être confié, nous allons quand même mettre le paquet afin de satisfaire jusqu'à hauteur de souhait les travailleurs des municipalités partant des collectivités. Si tout le monde joue sa partition, je vais dire le syndicat, le patronat et le gouvernement, c'est les travailleurs qui sortiront gagnants. Les municipalités, c'est une partie importante du SENTAD. Le SENTAD, c'est une partie importante également de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Et les bilans de l'Union nationale des travailleurs du Mali est le bilan de tout le monde. Pour les 5 ans à venir, Inch'Allah, je pense que nous allons nous engager à relever les défis pour une recherche de solutions idoines. Pour relever les défis du moment, le directeur national de la fonction publique des collectivités territoriales a, au nom du ministre de tutelle, réitéré le soutien du département à cette nouvelle équipe. Nous allons continuer à travailler ensemble afin de procéder
à une gestion efficace et efficiente des différents procès-verbaux de conciliation, conformément aux textes en vigueur. Les présentes assises de la section syndicale des municipalités du Mali ont regroupé des délégués venus de plusieurs régions et du district de Bamako. Kati a désormais un nouveau complexe scolaire. Il est baptisé CSAO, c'est-à-dire Complexe scolaire Abdel Ouattara. C'est pour immortaliser le sieur Abdel Ouattara qui a été un pionnier de l'éducation au Burkina Faso. En plus d'un institut de formation professionnelle, le complexe comprend tous les cycles de la maternelle au lycée en passant par le fondamental Batraouri. Le CESAO, complexe scolaire Abel Ouattara de Kati, c'est le nouvel établissement scolaire qui vient de voir le jour dans la ville garnison au quartier Kati Koko. Il porte le nom d'un pionnier de l'enseignement de la République sœur du Burkina Faso. Abel Ouattara était animé des vertus du courage, de la serviabilité, de l'affection et de l'ouverture d'esprit. S'agissant du complexe qui répond aux normes internationales, il comprend 4 entités, la maternelle, le fondamental, le lycée et l'institut de formation professionnelle. Le CESAO s'engage à fournir une éducation de qualité à tous ses élèves, qui se justifie sa raison d'être. Aussi, il attache une importance particulière à la sécurité des élèves, du personnel et des visiteurs. Il intègre les vertus suivantes: la discipline, le travail, la réussite. Il fait la promotion d'un code vestimentaire décent, la valorisation, l'utilisation des installations et la pratique du sport. Au CESAO de Kati, le promoteur rappelle que différents types de formations seront assurés pour rehausser le niveau d'instruction pédagogique, d'où la satisfaction des responsables de l'enseignement. Ça ne peut que diminuer les préoccupations des parents d'élèves. Ce que j'ai vu apparemment, ça augure de la confiance. Nous pensons que cette nouvelle structure pourra donner satisfaction sur le plan rendement. Le projet de construction du complexe sportif au sein de l'établissement vise à offrir aux pensionnaires des activités scolaires et parascolaires, assurance donnée par le promoteur de l'école. Nous venons d'être informés de l'annulation de la simulation des exercices de défilé du 22 septembre 2023 prévu pour demain. Sport, football, Mali, Soudan du Sud, c'était tout à l'heure une rencontre que vous avez suivie sur les antennes de l'ORTM. La rencontre qui est entrée dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a vu la nette victoire des Aigles du Mali qui s'imposent 4-0. Le premier but malien a été inscrit à la 10e minute par Ibrahima Koné. Les Aigles vont corser le score à la 29e minute grâce à Kamori Doumbia. Score à la mi-temps, 2-0. En deuxième période, les Aigles vont marquer un 3e but par Kamori Doumbia, son doublé de la partie. Et à la 82e minute, Néné Dorgelès marque le 4e but des Aigles qui s'imposent 4-0. Les Aigles sont déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN. Ils jouent ce mardi en amical contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. Bravo aux Aigles. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.